Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie. Je suis Anne Garsard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le lundi, nous allons partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi d'en parler autour de vous. Que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux, bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Aujourd'hui, je reçois la coach en développement personnel, Clotilde Dussoulier. Si vous écoutez des podcasts français, vous connaissez sans doute son podcast Change ma vie, des outils pour l'esprit, qui a dépassé les dizaines de millions d'écoutes où elle partage ses trouvailles pour nous aider à remettre un peu d'ordre dans notre vie intérieure. Rien ne prédestinait Clotilde à être coach. Elle est tombée dans la marmite du développement personnel à la rencontre fortuite de la coach américaine dont j'adore le travail, Brooke Castillo, et depuis, ça a changé sa vie, comme elle le dit. Quand elle était plus jeune, Clotilde rêvait d'avoir plusieurs vies à travers le métier de comédienne qu'elle troquera pour être développeuse dans l'informatique. Après son séjour aux États-Unis, elle décide de lancer un blog culinaire, Chocolate and Zucchini, qui est selon le Sunday Times l'un des 50 meilleurs blogs culinaires au monde. Clotilde se ferait un chemin dans ce domaine pendant 15 ans avant de se consacrer à son activité de coaching. J'ai voulu rencontrer Clotilde parce que, déjà, je suis fan de ses podcasts, mais aussi parce que je voulais mieux comprendre l'envers du décor de ces différentes transitions. Et je peux vous dire que c'était passionnant. On a parlé de l'intérêt du développement personnel dans la vie de tout un chacun, de la nécessité de s'écouter et de croire en ses intuitions, de lecture et de plein d'autres sujets. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Clotilde Dussoulier. Bonjour Clotilde. Bonjour Engar. Je suis ravie de t'avoir sur Gatémerie. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Alors moi, j'ai découvert le développement personnel aux États-Unis en 2013 quand j'étais là-bas en échange. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez réticentes à la notion de développement personnel et je trouve ça dommage. Toi qui es une experte dans le domaine, est-ce que tu pourrais me définir la notion et me dire en fait pourquoi il est nécessaire ou du moins que c'est utile d'un peu en faire dans sa vie? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Je pense que la question que les gens peuvent se poser, en tout cas la raison pour laquelle certaines personnes peuvent avoir une certaine réticence à faire du développement personnel, c'est je pense sur une confusion qui est le développement personnel n'a pas pour vocation de faire de nous des personnes meilleures dans l'absolu ou d'augmenter notre valeur. Quand on se propose de se développer personnellement, ce n'est pas en partant du constat qu'on serait déficient ou imparfait et qu'il faudrait travailler sur soi pour devenir plus valable, pour avoir plus de valeur. En fait, l'idée, c'est de se dire, on a tous une valeur pleine et entière depuis le jour où on est né. C'est simplement qu'on a tous des ressources, on a tous un potentiel, on a tous des forces qui ne sont pas tous révélées depuis notre enfance et qu'on peut simplement se proposer à travers certains outils de développement personnel de choisir de façon plus intentionnelle comment on se parle, comment on aborde les situations, comment est-ce qu'on gère nos situations, en particulier nos situations de difficulté, simplement pour pouvoir conduire notre vie d'une façon qui nous convient mieux. Et donc c'est en fait pour moi de ça qu'on parle quand on parle de développement personnel, c'est simplement de créer un espace dans sa vie où on a la place de se poser quelques questions sur comment ça va, où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce que ça se passe et de quoi est-ce qu'on a besoin pour aller mieux, pour aller de façon plus confortable et plus agréable là où on a envie d'aller, pour avoir de la clarté et de la sérénité, pour simplement pouvoir profiter de sa vie. Donc, ce que tu dis en fait, c'est que ce ne sont pas des personnes forcément qui sont malheureuses, des personnes normales qui sont bien mais qui pourraient aller mieux.
C'est un peu ça. Alors, je pense que ces outils-là sont utiles, quel que soit l'endroit où on en est dans son propre cheminement. Et ces outils de développement personnel sont très utiles quand on souffre au quotidien, mais sont tout aussi utiles quand on ne souffre pas au quotidien, parce qu'on en a tous sous la pédale, en fait. C'est toujours cette idée que j'ai, c'est que quand on conduit une voiture, on peut aller à une certaine vitesse, mais peut-être si on se rend pas compte qu'il y a moyen d'appuyer plus fort sur la pédale d'accélérateur pour augmenter ce qu'on veut augmenter dans sa vie, donc c'est pas forcément de la vitesse pour notre vie, mais peut-être augmenter notre capacité à apprécier ce qu'on a, augmenter la qualité des relations qu'on a et qui sont peut-être déjà très satisfaisantes. En fait, on a tous moyen d'augmenter le volume de ce qui nous plaît dans notre vie. Et donc, selon qu'on part d'une situation dans laquelle on a beaucoup de difficultés dans nos relations, dans notre vie professionnelle, dans notre rapport avec nous-mêmes, ou qu'on s'en sort déjà pas trop mal, il y a toujours moyen d'augmenter le volume encore un peu. Et toi, par exemple, quel type d'exercice tu recommanderais à des personnes qui s'intéressent au développement personnel, mais qui n'ont pas encore fait le pas? Je sais que tu as énormément d'exercices que tu proposes sur ton podcast, mais si tu devais en avoir là 2 ou 3 sous la main, qu'est-ce que tu recommanderais? Alors moi, ce que je recommande toujours, c'est d'adopter une pratique qui permet d'observer ses pensées. En fait, pour la plupart d'entre nous, avant de découvrir certains éléments un peu fondamentaux du fonctionnement humain, la plupart d'entre nous croyons que ce qu'on pense, c'est vrai. C'est-à-dire, on pense qu'à partir du moment où notre cerveau nous propose une pensée, c'est que cette pensée est vraie. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Notre cerveau ne fait que interpréter, raconter une histoire sur nos circonstances, sur les choses qu'on observe autour de nous. Et donc, une pratique qui consiste au quotidien à faire la différence entre ce qui nous entoure et ce qu'on en pense, ça, c'est pour moi la toute première étape. Moi, personnellement, je recommande le flow de pensée, qui consiste donc à prendre 5 à 10 minutes pour simplement retranscrire ce qui se dit dans notre radio intérieure, donc sans juger, sans filtrer. Rien que ça permet de trouver une distance d'observation qui est précieuse. Il y a des gens qui utilisent pour ça la méditation, puisque la méditation, ça consiste justement à se détacher de ses pensées. C'est simplement que la raison pour laquelle je propose l'exercice du flow de pensée, c'est qu'une fois qu'on a identifié nos pensées, c'est une matière qui est riche et qui est précieuse pour pouvoir observer ce qu'on crée dans notre vie avec ces pensées, observer ces pensées-là, est-ce qu'on veut les questionner, est-ce qu'on veut les moduler, est-ce qu'on veut les changer, alors que dans la méditation seule, comme on se détache complètement de nos pensées et qu'on les laisse s'envoler, une fois qu'elles se sont envolées, on peut rien en faire de spécial. Et puis surtout, je trouve que la méditation, c'est pas forcément simple en fait de s'y mettre. Enfin, moi, j'ai lu plein de choses dessus pendant longtemps, et c'est qu'il y a 2 ans que je me suis mise. C'est ça. Je pense que ce sont différentes portes d'entrée et que selon les gens, en fait, finalement, pour moi, le plus important, c'est-à-dire moi, j'ai une boîte à outils que je propose à travers mon podcast, que je propose aux clientes que j'accompagne en coaching, etc. Mais finalement, moi, ce que je veux pour chacun et chacune d'entre nous, c'est de trouver les outils qui lui conviennent, et les outils qui lui conviennent, c'est ceux qui lui parlent et c'est ceux que la personne arrive à mettre en place dans son quotidien. Parce que c'est pour ça qu'il y a des palanquets de livres de développement personnel et qu'il y a des gens qui sont des serial lecteurs de livres de développement personnel. La seule pratique qui fonctionne, c'est la pratique qu'on met en pratique. Donc c'est simplement à chacun d'entre nous de trouver ce qui lui plaît, ce qui lui parle et ce qui lui donne envie de le faire au quotidien. Clairement. Du coup, le flow de pensée, pour toi, c'est vraiment l'exercice, la base. Ah, pour moi, c'est la base. C'est la base de la base. C'est voilà, tous les jours ou presque. Et ça n'a pas besoin de durer longtemps, hein, même 5 minutes. Personne ne peut dire, en disant vraiment la vérité, qu'il n'a pas 5 minutes pour se poser quelque part avec un papier et un crayon. 5 minutes qui se regagnent au centuple dans le reste de la journée ou dans la nuit d'ailleurs, en termes de clarté. Donc c'est un effet bénéfique qui s'accumule au fil des jours où on le fait. Complètement. Et moi, j'adore aussi ton approche du développement personnel, qui est celle qui est enseignée par Brooke Castillo. Déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu es tombée sur elle, et surtout en quoi son approche est différente de celle des autres? J'ai découvert l'école de coaching de Brooke Castillo, donc qui s'appelle The Life Coach School, qui est donc l'école de coaching par laquelle je me suis fait certifier. Ouais. J'ai découvert le podcast de la Life Coach School il y a maintenant 4 ou 5 ans, D'accord. à une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions. C'était à la suite de la naissance de mon 2e enfant. Donc j'étais à l'époque encore auteure culinaire. L'arrivée des enfants, je pense pour la plupart des gens, c'est un peu c'est la tectonique des plaques qui s'accélère d'un coup. Et donc je me posais beaucoup de questions. C'était pas forcément très facile pour moi de retrouver mes appuis dans cette nouvelle vie où je gardais mon activité, enfin je reprenais mon activité après la naissance de mon 2e enfant. Je n'avais plus 1 mais 2 enfants. Enfin, j'essayais de retrouver mes appuis. On va en reparler tout à l'heure de cette période un peu trouble. Ouais.
Et j'écoutais à l'époque beaucoup de podcasts, essentiellement des podcasts autour de la créativité et du business. D'accord. Et je me souviens avoir entendu Brooke Castillo interviewer sur un des podcasts de business que j'écoutais, un podcast américain. Et je ne sais pas ce qui m'a parlé exactement dans ce qu'elle disait, mais je me suis mise à écouter son podcast et en 3 semaines à écouter son podcast, donc c'était l'été 2015 ou 2016, ça a radicalement changé ma façon de comprendre mon expérience de ma vie et mon expérience du monde. Et en fait, je crois que un des talents de Brooke Castillo, c'est de présenter des idées qui ne sont pas en soi des idées nécessairement nouvelles, c'est-à-dire qu'on retrouve dans ce qu'elle enseigne des choses qu'on retrouve dans le travail d'autres auteurs, d'autres personnes qui parlent de développement personnel et de spiritualité en particulier. C'est simplement qu'elle a une façon de construire son approche avec des briques qui sont toutes logiques. C'est une approche qui est finalement très simple, qui est très essentielle, oui, qui est très compréhensible, et c'est une très bonne enseignante, c'est-à-dire elle a une très bonne capacité à expliquer les choses. Et donc moi, son approche m'a vraiment énormément parlé, et donc je m'y suis intéressée de plus en plus, et j'ai décidé de faire sa formation de coaching pour pouvoir moi aussi proposer ces outils et cet accompagnement aux femmes que j'accompagne aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer un peu son approche? Alors, l'approche de Brooke Castillo, elle s'articule autour d'un outil fondamental qui est en réalité, qui reflète le fonctionnement fondamental de l'être humain, qui est ce qu'elle appelle le modèle. Donc moi, je l'appelle sur le podcast le modèle de Brooke, parce que c'est le modèle de Brooke Castillo. Donc le modèle, c'est un modèle en 5 lignes qui permet d'établir que dans toute situation, il y a les circonstances. Donc ça, c'est les faits qui sont neutres et objectifs. C'est les choses qui se passent de façon neutre et objective à l'extérieur de nous. Sur la base de ces circonstances, on va en penser quelque chose. Donc notre cerveau va en faire une interprétation sous la forme d'une pensée. C'est cette pensée-là qui crée nos émotions. Donc c'est les émotions que je ressens sont créées par les pensées que j'ai. Et c'est sur la base des émotions que je ressens que je vais agir ou réagir, ou au contraire ne pas agir. Et c'est en fonction des actions que j'entreprends ou pas que je vais créer certains résultats dans ma vie. Et donc en fait, cette façon d'articuler notre expérience humaine en une grille avec ces 5 lignes qui sont à la fois simples et en même temps toute la démarche d'arriver à démêler ce qui est dans ma vie de l'ordre de la circonstance, de la pensée, de l'émotion, de l'action et du résultat, c'est ça qui fait tout l'art de cette approche. Bien sûr. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un éternel recommencement, parce que on se trouve sans arrêt devant de nouvelles situations dans lesquelles on croit que nos pensées sont des circonstances, ou dans lesquelles on croit que nos résultats sont créés par les actions des autres, etc. Alors que ça vient de nous. Voilà. Le modèle est à la fois très simple, il est très simple à comprendre, c'est après beaucoup plus ardu de le mettre en pratique dans nos situations, parce que notre cerveau résiste beaucoup à cette idée, et parce que notre cerveau nous racontera toujours que ce sont nos circonstances qui créent nos émotions, et que ce sont les autres qui créent nos difficultés. Dans ce podcast, moi, je parle beaucoup de transition professionnelle. En tout cas, on remet jamais en question nos pensées. Et en fait, c'est quelque chose de fort, en fait. C'est justement ce modèle de Brooke qui permet de bien séparer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, en fait. C'est ça. Et d'une façon générale, l'objectif de toute cette approche, et donc de l'approche que j'emploie sur Change ma vie et dans mon travail de coach, c'est toujours de bien identifier ce qui relève de notre responsabilité et de porter toute notre attention et toute notre énergie sur ce qui relève de notre responsabilité. Oui. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut parfois mal comprendre en pensant que responsable égale coupable, mais en réalité, responsable et coupable, ce sont 2 choses qui sont tout à fait différentes, et je peux voir ce qui est de ma responsabilité dans une situation sans nécessairement me dire, ça ne veut pas dire c'est de ma faute, ça ne veut pas dire je n'avais qu'à pas faire ci ou faire ça, ça veut simplement dire que à chaque fois que je vois de quelle façon est-ce que j'ai créé ou co-créé une situation dans ma vie, si j'en suis responsable, ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir et le pouvoir de faire évoluer les choses. Parce que si je pense n'être aucunement responsable de la situation dans laquelle je me trouve, c'est la définition du statut de victime, c'est je n'ai pas du tout créé ça, donc je n'en suis absolument pas responsable et donc je n'ai aucun pouvoir. Oui. Et donc il y a plein de situations dans lesquelles on se donne à nous-mêmes le rôle de victime, mais une fois qu'on s'est donné le rôle de victime, en réalité on s'est mis dans une impasse, parce que si je suis la victime dans une situation de couple ou professionnelle, etc. Je ne parle évidemment pas de victime au sens pénal du terme. Bien sûr, oui. Mais je pense que c'est les autres qui créent et que en réalité je ne peux rien faire pour faire évoluer cette situation. J'ai signé la fin de l'histoire parce que si je ne suis responsable de rien, je n'ai aucun pouvoir et aucune capacité à faire évoluer la situation d'une façon qui me conviendrait mieux.
Tout à fait. Et surtout, j'avais aussi une petite question par rapport à ça. On a souvent la tête dans le guidon, on fait pas forcément attention aux choses. Et moi, les invités que j'ai dans ce podcast me parlent beaucoup d'écouter son intuition, chose qui n'est pas forcément simple. Et je sais que tu en parles un peu dans ton podcast. Est-ce que tu pourrais me dire, pour toi, en quoi c'est important déjà d'écouter son intuition? Et comment est-ce que tu as 2-3 conseils à me partager sur comment la cultiver, l'apprivoiser, puis la développer? Alors moi, mon expérience de cette idée d'intuition ou de voix intérieure, c'est que, alors déjà, je suis absolument convaincue que chacun et chacune d'entre nous avons une intuition, une voix intérieure qui est simplement une source de sagesse personnelle, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui sait exactement ce qui est bon pour nous, dans quel sens aller, ce qui est bon pour nous, mais aussi de façon qui se sent lié avec les autres et donc qui veut pour nous des choses qui sont aussi bonnes pour les autres. Donc on a tous cette source de sagesse intérieure, mais ce que je constate, c'est qu'en fait, il y a la plupart des gens n'ont pas la capacité à l'entendre, cette voix intérieure, parce qu'il y a trop de couches de conditionnement, d'habitudes de pensée, de choses qu'on nous a racontées, qu'on a crues et qui en réalité ne nous rendent pas service, ne nous conviennent pas. Et donc pour moi, le chemin qui permet d'accéder à cette voix intérieure ou à cette intuition, de l'entendre et d'être en capacité de prendre en compte ce qu'elle nous dit, c'est d'abord d'identifier et de s'affranchir de toutes ces couches de pensée qu'on rajoute dessus, qui font qu'on n'arrive même pas, qu'on n'arrive d'une part pas à entendre l'intuition et que quand l'intuition se manifeste, en réalité, on a tellement peur de suivre ce qu'elle nous dit qu'on n'est même pas en capacité de suivre ce qu'elle nous dit. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que en fait j'ai un programme de coaching qui s'adresse donc aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants et qui cherchent à créer leur épanouissement dans leur vie. Et donc ça, c'est le travail qu'on fait ensemble, c'est beaucoup un travail autour des pensées, des émotions, et donc pour pouvoir trouver de la clarté dans leur vie. Et ce que j'ai créé, c'est un programme que je leur propose ensuite, qui est un programme qui leur permet justement de naviguer à travers le reste de leur vie en étant en contact avec leur voix intérieure, en contact avec leur intuition. Mais ce contact avec leur voix intérieure et leur intuition, il est impossible tant qu'on a tous ces barrages de pensées qui sont des pensées, encore une fois, de notre éducation, de notre système éducatif, du conditionnement social, en particulier le conditionnement social que reçoivent les femmes, etc. Quand en fait on joue un jeu avec des règles imaginaires qu'on s'est fixées à soi-même, l'idée c'est de commencer par s'affranchir de ces règles imaginaires et ensuite on est en capacité d'écouter son intuition et de suivre ce qu'elle nous dit. Alors, j'aimerais bien un peu revenir sur ton parcours, car le développement personnel est loin d'être d'une évidence pour toi, en fait, parce que j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies avant. Est-ce que tu peux me dire, Clotilde, à quoi tu aspirais quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, je voulais être comédienne. D'accord. Donc, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais à l'école primaire et j'en ai fait jusqu'à mes études supérieures. Et donc, c'était vraiment à ça que je me destinais. J'avais envie de faire vivre des histoires, j'avais envie d'exister sur une scène en empruntant des vies à des personnages de fiction. Voilà, j'avais envie d'une vie assez romanesque et d'avoir en fait 1000 vies. Pour moi, être comédienne, c'était une façon de vivre plus qu'une seule vie. Il se trouve que lorsque je faisais mes études supérieures, j'ai essayé d'entrer dans un conservatoire parisien et j'ai passé des auditions à ce moment-là. Et en fait, en passant des auditions, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi à cette époque-là, le type d'ambiance dans laquelle il fallait évoluer et le type de jeu auquel il fallait jouer pour réussir allait pas du tout me convenir. Je voyais bien que c'était pas du tout, j'étais pas du tout je suis quelqu'un j'ai longtemps été très sensible, je le suis moins aujourd'hui parce que j'ai des outils justement pour réguler un peu cette hypersensibilité, mais je pense que je n'avais pas du tout la force de caractère. En fait, c'était souvent quelque chose que je me disais, j'ai pas la carapace pour faire face à tous ces mécanismes de comparaison, de jalousie, de concurrence, de compétition, etc. Et donc j'ai complètement lâché ça. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais 18 ans. Ah oui, ok. Donc c'est assez tôt. J'avais 18 ans et il se trouve que à peu près en parallèle, j'ai rencontré l'homme qui est devenu plus tard mon mari, que par ailleurs je faisais des études à Dauphine et que c'était l'aube d'Internet et que je me suis dit, il y a un truc, il y a un truc autour de cette histoire d'Internet. Je ne comprenais pas encore exactement ce que ça allait donner, mais c'était quelque chose qui me fascinait.
D'accord. Et il se trouve que dans mes études donc j'ai fait des études au départ de gestion et d'économie. Et le seul truc qui m'intéressait vraiment, le truc qui me passionnait le plus, c'était les modules d'informatique. Et il se trouve que mon mari, Maxence, est vraiment tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. Mon père était très branché informatique, tout ça. Mes deux parents sont ingénieurs. Et donc, en fait, je crois que je vais faire de l'informatique. Et donc, j'ai fait des études, j'ai changé de voie à Dauphine et j'ai fait informatique de gestion. Donc j'ai fait des études d'informatique, ça m'a beaucoup plu. Je suis partie aux États-Unis à la fin de mes études pour travailler dans la Silicon Valley, ça m'a énormément plu. D'ailleurs, ça, j'aimerais bien y revenir. Ouais. Ton expérience aux États-Unis, quels ont été les principaux enseignements que tu en avais tirés? J'aimerais bien que tu me dises un peu. Déjà, la première chose, c'est que moi, j'ai grandi en lisant énormément de bandes dessinées et donc ma culture d'enfant, c'est Lucky Luke, c'est Buddy Longway, c'est tout un tas de séries de bandes dessinées qui se passent dans le Far West. D'accord. Et je crois que pour moi, l'imaginaire donc du mythe américain. Alors on sait bien en réalité que ça cache une réalité qui est beaucoup plus contrastée que ça. Mais en tout cas, quand j'étais enfant, cette idée des grands espaces, de la possibilité, je trouvais que pour moi, il y avait rien de plus cool que de vivre en Californie. Ah, c'est chouette, ouais, Californie. Et donc pour moi, c'était mon rêve américain. Et en plus, c'était pendant le boom des dot-com au début au tournant des années 2000. Et donc c'était effectivement une terre de possibilités et c'était extraordinaire de vivre en Californie à cette époque-là. Et pour moi, le fait de finir mes études, de trouver un stage, d'être embauchée dans une start-up, d'y aller, il faisait beau, on avait un appartement, j'ai acheté une voiture. Trop cool. J'avais une plaque d'immatriculation avec mon prénom dessus. Enfin, c'était vraiment, je me sentais vraiment, c'était un rêve éveillé. The American Dream, ouais. C'était vraiment extraordinaire et je pense que j'en ai retiré vraiment une idée qui est, je pense, un des fondamentaux de la culture américaine dans ses aspects les plus positifs. C'est vraiment l'approche américaine qui consiste à dire en réalité tout est possible. Ouais. Tout est possible à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Tout est possible à partir du moment où tu es prête à faire le travail, à saisir des opportunités, à prendre des risques, à accepter de te tromper, à accepter d'échouer, à accepter qu'on te dise non. Bien sûr. Et pour moi, ça a été vraiment très libérateur d'être au contact de cette culture-là parce que j'ai grandi avec une mentalité de bon élève où il faut surtout pas se tromper et où il faut surtout pas prendre de risques pour classique, ouais. Pas avoir l'air de pas savoir et donc même si mes parents m'ont plutôt élevée avec cette même idée que tout était possible, néanmoins j'ai grandi dans un système scolaire français où l'idée c'est qu'il y avait des rails, on sortait pas de sa boîte et il fallait faire des études qui permettaient d'avoir un bon métier, tout ça. Ah, complètement. Et du coup, t'es resté là-bas combien de temps aux États-Unis? On a vécu 2 ans aux États-Unis. D'accord. Et on est rentré en France avec l'idée potentiellement de repartir. On pensait peut-être repartir au Japon. Ouais. Et en fait, on s'est trouvé en position d'acheter un appartement à Paris dans lequel on sait plus. Et moi, parallèlement à ça, j'ai démarré un blog de cuisine qui a très vite très bien marché, en particulier avec mon lectorat américain. Ouais, ça, du coup, j'aimerais bien revenir. Je me dis comment elle passe de l'informatique à la cuisine. D'où te vient cette passion pour la cuisine? Alors, je pense que cet intérêt pour la cuisine m'est vraiment venu quand je vivais aux États-Unis. C'était en fait pour moi une façon de me recréer une impression d'être chez moi dans un pays étranger et donc de pouvoir cuisiner à nouveau les choses que j'avais l'habitude de manger en France et aussi une façon de faire l'expérience de cette vie américaine. Parce que quand on va au restaurant, quand on goûte la cuisine des autres, quand on regarde dans la cantine d'entreprise ce que mangent les autres, je trouve que la nourriture et la culture culinaire et gastronomique de chacun est un très bon point d'accès. Ça permet de mieux connaître en fait les gens, leur histoire, leur culture. Et donc ça m'a beaucoup intéressée et aussi j'ai toujours été assez créative. J'ai toujours bien aimé fabriquer des choses avec mes mains. Et la cuisine pour moi c'est le truc ultime parce que tu fabriques quelque chose avec tes mains et puis après tu le manges et donc quoi de mieux que ça. Et donc du coup j'ai décidé de créer un blog pour partager cette passion qui prenait beaucoup d'ampleur et j'ai eu envie d'en faire quelque chose. J'ai toujours beaucoup écrit et eu envie d'écrire et donc là c'était un sujet sur lequel je m'apercevais que j'avais beaucoup d'histoires à raconter autour de la cuisine, donc j'ai créé Chocolate and Zucchini pour ça. Je l'ai créé en anglais parce qu'à l'époque il y avait des blogs français, ça n'existait pas. Donc j'ai créé mon blog en anglais, ça a très vite très bien marché.
Ça, c'est en quelle année? Dans les années 2000? Je l'ai créé en 2003, mon blog de cuisine. 2003, d'accord. J'étais la première française à créer un blog de cuisine. Et une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire ça, c'est que comme justement je travaillais dans l'informatique, il n'y avait pas du tout de barrière à l'entrée en termes d'outils ou de technologie ou voilà. Enfin, pour moi, créer un blog, c'était pas du tout une difficulté à une époque où il fallait quand même un tout petit peu mettre les mains dans le cambouis pour créer ça. Et donc j'ai créé ce blog qui a bien marché, qui m'a donné envie de faire plus de cuisine et plus d'écriture, et donc ça m'a permis je me suis dit, si je pouvais créer une carrière autour de ça, ce serait quand même super chouette, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai démissionné de mon job d'ingénieur en informatique pour devenir auteur culinaire à temps plein, ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. 15 ans, énorme. Et juste par rapport à ça, je sais pas si tu l'as fait de manière progressive ou non. Est-ce que c'est du jour au lendemain, tu t'es dit, je quitte tout et je vais faire mon blog cuisine, ou c'est un truc que tu as vraiment préparé? Alors, j'ai démarré le blog de cuisine pendant que j'étais encore salariée. Donc, j'ai tenu le blog en même temps que mon job salarié pendant 2 ans. Et 6 mois avant de démissionner, j'avais négocié avec mon entreprise un 4/5e. D'accord. Pour avoir un jour dans la semaine que je pouvais consacrer en particulier à la préparation je voulais écrire un livre, et donc je travaillais sur une proposition de livre pour un éditeur américain, et donc c'était une façon de me dégager du temps pour pouvoir travailler là-dessus. Quand l'éditeur américain a acheté mon projet de livre et donc m'a versé une avance sur droit d'auteur, c'est à ce moment-là que je me suis dit bon voilà, c'est le signal que j'attendais pour démissionner, parce que j'avais du coup un projet d'1 an qui je savais quoi faire, je savais sur quoi travailler. Donc j'avais un peu une idée de structure qui m'a aidé à faire la transition entre une vie salariée qui est très structurée et une vie de solopreneur qui pour le coup nécessite complètement d'inventer sa propre structure, ce qui n'est pas forcément évident au départ. Absolument. Je trouve ça intéressant ce que tu dis aussi, le fait de pouvoir, de se préparer quand même avant de se lancer, et aussi le fait d'avoir, oui, parce qu'à cette époque le métier de blogueur culinaire n'existait pas, et t'as dû créer ton propre parcours en fait, t'as dû l'inventer. Oui, c'est ça. En fait, au départ, c'était un peu un patchwork de différentes choses, et donc au fil des années, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai proposé beaucoup de choses à beaucoup de gens, on m'a proposé beaucoup de choses, j'ai dit oui à certaines, j'ai dit non à d'autres. Et en fait, c'est quelque chose qui d'ailleurs m'a beaucoup plu, c'était ce grand sentiment de liberté, de me dire en fait j'ai des compétences, j'ai des capacités en termes donc j'ai des compétences en écriture, j'ai des compétences en cuisine, et ça m'a beaucoup plu au fil des années d'essayer d'emboîter en fait mes compétences et mes talents, de les emboîter avec les besoins et les souhaits et les demandes d'autres personnes. Bien sûr. Et de voir de quelle façon est-ce que tout le monde pouvait en sortir gagnant, et en particulier le faire d'une façon qui soit rentable. Et quelle a été la réaction de ton entourage, tes parents, quand tu voulais faire ce blog cuisine justement? Alors, la création du blog de cuisine, personne n'y voyait aucun inconvénient, parce que c'était un truc à côté, c'était un hobby. C'était un truc à côté. Je me souviens que quand j'ai dit à mes parents que j'allais démissionner pour me consacrer à l'écriture culinaire, je me souviens qu'il y a eu un blanc dans la conversation mais en fait, je pense que c'était aussi parce que comme je ne vivais plus avec mes parents depuis un certain temps, je pense qu'ils n'avaient pas forcément conscience de toutes les choses que j'avais déjà mises en place, de tous les jalons que j'avais déjà posés, et donc je pense que c'était un petit peu, j'avais mené cette réflexion sans nécessairement leur en faire part au fur et à mesure, et donc en fait ils avaient raté quelques étapes intermédiaires, mais une fois que je leur en ai parlé, ils m'ont pas dit ne fais pas ça, tu fais l'erreur de ta vie, etc. Il se trouve aussi que j'étais à un âge auquel quand j'ai démissionné, j'avais 26 ans, j'avais pas d'enfants, j'avais de l'argent de côté, j'avais un projet, tout ça, donc ça paraissait pas être une prise de risque énorme. D'accord, je vois. Et par ailleurs, je me disais, je vais prendre 1 an pour écrire mon livre. Si au bout d'1 an, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas envie de continuer, je retrouverai sans difficulté un job dans l'informatique. Enfin, c'était pas du tout un sujet. Bien et sûr. Mon mari, avec qui j'étais pas mariée à l'époque, mais était complètement à mes côtés, et trouvait aussi que c'était une très bonne idée, parce que lui, d'une part, il avait suivi les différentes étapes intermédiaires, et d'autre part, il a lui aussi un état d'esprit d'entrepreneur. Il a monté plusieurs fois des entreprises, donc il est pas du tout pour lui, on peut tout à fait avoir une idée, un projet et le mener à bien. Enfin, c'est pas du tout lunaire pour lui. Ouais, c'était pas le sujet, quoi. Donc ton blog marche plutôt bien, tu écris des livres. À quel moment tu ressentais le besoin de faire autre chose?
Et pourquoi tu avais ce besoin? Alors, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que donc j'ai démarré mon blog en 2003, ça a très bien marché. Donc mon blog s'est très bien développé, j'ai écrit des livres, tout ça. Et en fait, le boom du blog culinaire est arrivé un peu après. Et donc entre ma génération de blogueurs culinaires et les générations qui m'ont suivi, enfin qui m'ont succédé, il y a eu des changements dans les usages, des changements dans les codes, et en particulier, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Ouais, Instagram et tout, ouais. Voilà, Instagram et en particulier Pinterest, qui a créé différentes choses, mais un des effets, ça a été que le fait de raconter des histoires autour de la cuisine, est devenu d'un coup secondaire, enfin pas d'un coup, mais graduellement très secondaire. La qualité des recettes est devenue très secondaire. Et en réalité, ce qui est devenu vraiment la monnaie d'échange et ce qui était le plus valorisé, c'était l'aspect visuel. D'accord. Donc la photo, la vidéo, quelque chose de très coloré, qui claque, parce qu'en fait l'attention span, donc la durée d'attention de l'internaute moyen, je sais pas si on dit encore internaute, ça fait un peu daté comme terme, mais je sais pas comment est-ce qu'on dit, de l'utilisateur moyen. Enfin ouais, de l'utilisateur moyen, ta durée d'attention c'est énormément raccourci, et donc c'est devenu un commerce de la photo qui claque le plus. Très instantané. Voilà, très instantané, alors que je pense que moi, ma valeur ajoutée, même si je pense que je prenais des photos qui étaient tout à fait correctes et que j'ai travaillé à développer cette compétence, que j'ai travaillé à améliorer la composition de mes photos, de faire en sorte que ce soit de plus en plus léché, comprendre les codes, ce qui fonctionnait, etc. Le cœur n'y était pas, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est de développer des recettes qui sont bulletproof, donc blindées, c'est-à-dire des recettes qui font que le succès est absolument assuré. Donc vraiment avec une mentalité de programmeur, c'est-à-dire une mentalité de il n'y a pas de bug dans ma recette, c'est-à-dire si vous suivez les instructions, vous arriverez au résultat qui est promis dans la recette. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'hyper important. Et par ailleurs, de raconter des histoires autour des recettes, c'est-à-dire de faire en sorte que la recette ne soit pas juste une espèce de commodité. Voilà, c'est très à la douzaine sur Internet les recettes. Enfin, des recettes, il y en a des centaines de millions. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir raconter des choses à travers les recettes, raconter des choses à travers les plats et toucher les gens avec ces histoires-là. Et à partir du moment où, en fait, je me suis rendu compte que les efforts que je mettais dans la qualité de mes recettes et dans les histoires que je racontais, en réalité, c'était plus ça qui était valorisé d'une façon qui permettait de monétiser tout ce travail. En fait, j'ai commencé à perdre un petit peu de mon élan et de ma foi dans le format. D'accord. Donc j'ai continué un certain temps et je pense que j'aurais pu continuer très longtemps, mais c'est simplement que comme j'ai découvert à peu près à ce tournant-là le développement personnel, le métier de coach, et que là pour le coup la flamme et la passion étaient 1000 fois plus importants. En fait, je n'ai pas quitté mon métier d'auteur culinaire parce que je ne l'aimais plus. J'ai quitté mon métier d'auteur culinaire parce que j'ai découvert un autre métier qui me plaisait encore plus. D'accord, oui, t'étais pas à bout, quoi. C'est vraiment quelque chose qui t'a plus attiré. Tu t'es dit j'y vais, quoi. Voilà, c'est ça. Dans mon métier d'auteur culinaire, en fait, je me rendais compte que je pouvais faire ce que je savais faire, mais je sentais bien que l'adéquation n'était plus parfaite entre ce que j'aimais faire et ce que les gens étaient prêts à payer pour recevoir. Et donc, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose il allait falloir pivoter d'une façon ou d'une autre, et sauf que j'ai pivoté d'une façon qui était complète, c'est-à-dire j'ai complètement changé de métier. Ouais, complètement. Et enfin, tu me dis, tu as découvert le développement personnel, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui, par exemple, se sentent pas à l'aise dans leur travail, mais qui savent pas forcément vers où aller. Toi, quel conseil tu donnerais à ces personnes-là pour justement trouver leur voie? Comment t'as fait pour tomber sur le développement personnel? Alors, je pense que moi, j'ai reçu ce cadeau, aussi bien pour le métier d'auteur culinaire que le métier de coach. J'ai reçu le cadeau de ne même pas me poser la question. C'est-à-dire que D'accord. J'ai découvert quelque chose sur lequel j'avais, brut de décoffrage, des pensées qui créaient de la passion et un très grand enthousiasme. Super, ouais. Je ne sais pas si c'est une question de tempérament, je ne sais pas si c'est une question de chance, je ne sais pas si c'est le ciel qui me sourit. J'ai eu ce cadeau-là. Mais j'accompagne beaucoup de gens qui ne reçoivent pas ce cadeau-là, et l'idée, c'est de pas rester assis sur ses mains en se disant ça aurait été plus facile si j'avais reçu ce cadeau. L'idée, à mon sens, c'est de ne justement pas attendre ce cadeau s'il ne vient pas. C'est en fait de le fabriquer en se disant, en réalité, quand les gens se disent je ne sais pas quoi faire d'autre, je pense que c'est une certaine forme de mensonge que les gens se racontent, c'est-à-dire que tout le monde a une petite idée. C'est simplement que cette idée, dès qu'elle émerge,
on lui remet un couvercle dessus avec toutes nos pensées de peur, de doute, d'hésitation, avec l'idée qu'il faudrait que ce soit l'idée avec un I majuscule, que ce soit la seule, que ce soit la vraie, que ce soit la dernière dont on aura besoin. Et en fait, je pense que c'est là qu'on fait une erreur, c'est que en réalité, il vaut mieux prendre une idée qui se présente, même si elle nous semble imparfaite, même si on n'est pas tout à fait sûr, et poursuivre cette idée parce que c'est dans l'action en direction de cette idée, en direction de cet autre métier, en direction de cette reconversion, de cette formation, etc. C'est en se mettant en mouvement dans cette direction qu'on va pouvoir s'apercevoir est-ce que effectivement ça nous plaît ou est-ce qu'en réalité ça ne nous plaît pas, mais on en saura beaucoup plus que si on reste au point mort à se dire il faut que j'attende la super idée. C'est exactement la même chose avec les gens qui lancent des business. La plupart des entrepreneurs qui ont du succès, on voit le succès de l'entreprise qu'ils ont créée, mais on ne voit pas les 5 ou 6 autres idées de business qui se sont avérées ne pas être la bonne. Absolument. Ouais. Mais bien sûr, ces essais-là, comme des prototypes, c'est-à-dire c'est pas inutile, c'est juste que c'était la version intermédiaire qui a permis à la suivante et à la suivante et à encore la suivante de rencontrer un petit peu plus de succès ou de correspondre un petit peu plus à ce qu'on veut avant. Mais pour ça, il faut être prêt à investir du temps, investir de l'énergie et des efforts dans quelque chose alors qu'on n'est pas sûr que ça porte les fruits qu'on espère. C'est ça, ouais. Tu découvres le développement personnel et ensuite il y a une histoire de rêve. Tu fais un rêve qui te dit que tu dois lancer un podcast et tu le lances. Tu peux m'en parler un peu parce que je trouvais ça un peu déroutant. Alors en fait, j'ai plusieurs fois eu dans ma vie des sortes d'inspirations qui me viennent dans un demi-sommeil. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans un demi-sommeil, en fait, la fréquence des ondes du cerveau, on change de fréquence d'ondes du cerveau. Le cerveau ne fonctionne pas avec des ondes de la même fréquence dans le sommeil profond, dans le demi-sommeil, dans l'éveil et dans le stress ou l'hyper-éveil. D'accord. Et en fait, on est simplement, pour moi, on est branché à différents niveaux de conscience, en fait, à ces différents niveaux. En tout cas, c'est de cette façon que je m'explique que j'ai eu un certain nombre dans ma vie d'inspirations qui me sont venues dans un demi-sommeil et qui, quand j'ai choisi de les suivre, ça a donné de très bons résultats. Incroyable, ouais. Et une de ces inspirations que j'ai eues, je faisais un dimanche la sieste avec un de mes fils, et dans un demi-sommeil, en fait, mon esprit était mon cerveau était en train d'explorer des choses, et en fait, dans un demi-sommeil, j'ai pensé, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je crée un podcast en français pour parler de tous ces outils de développement personnel qui changent ma vie, et ça va s'appeler Change ma vie, outils pour l'esprit. C'est dingue, ouais. Et en fait, c'est comme si mon cerveau avait fabriqué tout ce projet dans un demi-sommeil. Et donc je me suis réveillée, c'était comme une espèce d'évidence. Donc j'ai mis un petit peu de temps à en parler autour de moi parce que ça me paraissait, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envisagé avant. Et donc en fait voilà, c'est comme si j'avais reçu un télégramme. Ça me disait voilà, ce serait bien de faire ça. Et plus j'y pensais, plus je me disais bah oui effectivement, ce serait vraiment bien de faire ça. Et j'ai pu, de cette façon-là, entre le moment où j'ai eu cette idée et le moment où le podcast, je l'ai lancé, il s'est passé, je sais pas, 1 mois. C'est dingue, quand même. Parce qu'en fait, le télégramme me disait tout. Me disait comment l'appeler, j'avais les premiers épisodes. Enfin voilà, c'était très fluide, c'était très évident, c'était très naturel. Je savais exactement quoi faire, je savais comment le lancer, comment le promouvoir. Les choses se sont enchaînées d'une façon qui était très fluide. En tout cas, merci parce que ce podcast est top. Je le recommande de toute façon aux auditeurs. Je mettrai toutes les notes en fin d'épisode. Alors, moi, j'aimerais juste te demander une chose, Clotilde. C'est, juste une chose, plein de choses, mais il y a ce que j'appelle moi le sweet spot. C'est vraiment l'endroit où on se sent bien, où on est à l'aise. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place avec ton podcast, puis ton programme de coaching? Alors déjà, la première chose, c'est que je pense que tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai vécu pendant les premières décennies de ma vie m'ont amené exactement là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je vois vraiment de quelle façon le métier de coach et ce que je propose à travers Change ma vie et pour mes clientes à travers le programme de coaching que je leur propose, je vois de quelle façon tout ça est bâti sur les fondations et les premiers étages que j'ai construits dans les chapitres précédents. Donc c'est très chouette de penser à ça. Et par ailleurs, je pense que ces outils de développement personnel que je propose dans Change ma vie, en fait, ce qu'ils m'ont permis de faire, qui me paraît valoir de l'or, c'est qu'ils m'ont permis de faire le cheminement intérieur et le cheminement extérieur qui me fait dire aujourd'hui que j'adore ma vie. J'adore ma vie, je me sens hyper bien dans ma vie et en fait, ma mission, c'est d'aider les gens à amorcer les changements intérieurs et les changements extérieurs pour qu'ils arrivent eux aussi
au point dans leur vie où ils se disent j'adore ma vie. Ma vie est exactement la vie que j'ai envie de mener. Ouais. Je sais exactement pourquoi je suis là. Je sais exactement pourquoi est-ce que je me lève le matin. Je sais exactement à quoi je sers. Et ça, pour moi, c'est en réalité, je pense que c'est l'aspiration profonde de l'être humain. C'est de pouvoir se lever le matin en se disant j'adore ma vie. Très simplement. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas plus important que ce que je fais et que ce que je propose. Non, mais c'est très clair. Donc là, on va passer un peu sur les questions un peu usuelles que je pose à tous mes invités, que j'appelle le tamis de Gatéméry. Est-ce que tu peux me dire, pendant tes différentes transitions, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as pu la surmonter? Ma plus grande peur, je pense que la plus grande peur que j'ai, qui me suit depuis toujours et qui, je pense, dont je ne me débarrasserai jamais tout à fait parce que je suis un être humain, c'est la peur d'être jugé. La peur d'être jugé négativement, la peur d'être, c'est la peur d'être jugé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, mais je suis en paix avec cette peur, en fait. C'est-à-dire, je la vois, je la reconnais, je l'entends et j'avance quand même. Mais je pense qu'il n'est pas possible dans nos projets, et ça je le dis pour chacun et chacune d'entre vous qui nous écoutez, il n'est pas possible d'avancer dans sa vie en dehors de sa zone de confort sans accepter que vienne avec ça la peur que les gens trouvent que ce qu'on fait c'est pas bien, que ce qu'on fait ça n'a aucun sens, que ce qu'on fait qu'on se trompe, qu'on a tort. Et en fait, le seul moyen de ne pas s'exposer à ce jugement, c'est de ne rien faire ou de rester caché. Et donc c'est un choix qu'on peut faire, mais c'est pas le choix que je recommande parce que c'est pas comme ça que à mon avis la vie ne vaut pas d'être vécue si on est caché. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont accompagné pendant ces transitions? Alors je pense que Brooke Castillo est vraiment un personnage important dans la construction de mon parcours. J'ai un lien avec mon père qui est mort il y a 2 ans maintenant, un lien avec lui qui est très fort et je pense qu'il l'est encore plus depuis son décès d'ailleurs, parce que je pense que c'est son absence qui m'a permis de voir de façon beaucoup plus apaisée toutes les façons dont on est en réalité très très similaires. Et ensuite, je pense que mon parcours est vraiment c'est vraiment construit sur les épaules de tout un tas d'auteurs qui ont écrit des livres, de personnes qui animent des podcasts et dont je nourris vraiment ma compréhension du monde, ma compréhension de moi-même. De la même façon que j'ai l'impression d'être à un stade que j'ai construit avec tout un tas d'étages de mes chapitres précédents, je suis très consciente que tous ces étages sont aussi construits sur les fondations que d'autres avant moi ont posées. Bien sûr. Ouais. Du coup, c'est une bonne transition. Est-ce que tu peux me donner un livre qui t'a particulièrement marqué et pourquoi il t'a marqué? Alors, le livre qui, à mon sens, que je veux recommander le plus, c'est le livre d'un Américain qui s'appelle Wayne Dyer, W-A-Y-N-E, donc Wayne Dyer, D-Y-E-R, qui s'appelle The Power of Intention. Donc, c'est traduit en français sous le pouvoir de l'intention. Je l'ai lu dans la version anglaise, donc je ne sais pas ce que vaut la traduction française, mais c'est un livre qui, à mon sens, retrace un certain nombre de principes fondamentaux auxquels je crois vraiment, et c'est, si on veut en un seul livre retrouver beaucoup de ces enseignements, je pense que c'est un très bon début. Ouais. Et si je peux en ajouter un deuxième, ce serait un livre qui s'appelle The Success Principles. L'auteur c'est Jack Canfield, je crois. Canfield. Je le connais pas celui-là. Ouais. The Success Principles, qui est donc un livre qui est d'une très très grande. C'est très touffu. Si c'est le premier livre de développement personnel qu'on lit, ça peut être un petit peu, peut-être un peu, voilà, c'est un peu brut, ouais. Boire par la lance à incendie, parce que c'est un peu, voilà, c'est très riche. Mais en fait, je l'ai lu assez tard dans mon parcours, et en le lisant, je me suis dit c'est incroyable. Il a mis dans ce livre tout un tas de choses que j'ai glanées ici et là, et en fait si j'avais simplement lu ce livre-là pour commencer, je pense que ça aurait été vraiment vraiment utile. Donc The Power of Intention et The Success Principles. Super. Puis après, ce que tu dis aussi, c'est que peut-être que même si tu l'avais lu au début, ça n'aurait pas eu la même résonance. Souvent, c'est ça aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on trouve aussi des messagers sur notre chemin qui nous délivrent souvent le même message de différentes façons, et il y a juste à un moment, on tombe sur la personne qui le dit de la façon dont on est prêt à l'entendre à ce moment-là. Et c'est là que la magie s'opère. Absolument. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que le meilleur conseil que j'ai reçu, qui est en réalité le conseil qui est en filigrane dans toute l'approche du coaching, ce que je transmets à mes clientes que j'accompagne
au quotidien, c'est vraiment de se demander à soi ses propres conseils. C'est-à-dire de remarquer toutes les fois où on pense que les réponses existent à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, toutes les réponses sont à l'intérieur de nous et que quelqu'un d'extérieur à nous peut nous aider à y accéder, peut nous aider à nous poser à nous-mêmes les bonnes questions pour y accéder. Mais en fait, ce n'est qu'à ça que servent les autres, c'est à nous aider à accéder à notre propre sagesse, nous aider à accéder à nos propres solutions, parce qu'en fait, les solutions qui sont bonnes pour moi, il y a que moi qui peut les trouver. Bien sûr. Les conseils qu'on peut me donner à l'extérieur, ce sont sans doute les choses qui fonctionnent pour d'autres personnes, mais ça ne dit rien de l'adéquation entre ces solutions-là et mes problèmes à moi, donc, ou mes difficultés. Donc en fait, c'est toujours, voilà, le meilleur conseil, c'est toujours de me poser la question, qu'est-ce que j'en pense moi, qu'est-ce que je peux trouver moi comme solution et me poser à moi les bonnes questions. Bien sûr, non, très clair. Comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Alors, je pense que ce qui m'aide le plus à progresser, c'est créer de l'espace pour penser et pour réfléchir. Je pense qu'on est dans des fonctionnements de société, et en particulier en termes d'usage, avec les smartphones, Internet, les notifications, etc., C'est vrai. dans lesquels, en réalité, on a tant de rien, le temps de rien pour réfléchir et pour s'entendre penser et pour s'observer penser est réduit à peau de chagrin. Et je pense que tout l'espace que je peux créer pour écrire mes pensées ou pour simplement être seule avec moi-même et laisser mon esprit me poser des questions, réfléchir à des choses, suivre des cheminements de pensée, etc. Je pense que c'est là qu'il se passe le plus de choses et que j'avance le plus. Donc je me nourris énormément de lecture et du travail et des pensées des autres, mais tout ça n'est rien si je n'ai pas un espace dans lequel digérer et catalyser en fait tout ce que j'apprends pour en faire quelque chose qui me correspond de façon fine et qui reflète ce que moi je peux apporter d'unique et de singulier. Bien sûr. La prochaine question, tu as déjà répondu, mais je te la repose quand même, c'est qu'est-ce qui te drive dans la vie? Quel est ton moteur? Tu l'as un peu dit tout à l'heure par rapport à tes clientes que tu aides. Alors, je pense que mon moteur principal, c'est la curiosité. D'accord. C'est sans doute une des qualités, parce que évidemment la curiosité est une qualité et pas un défaut. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un des états d'esprit qui me définit le mieux. Et en fait, j'ai une très très grande curiosité du monde, des gens, de la vie, de moi-même. Et je pense que cette énergie de curiosité, c'est d'ailleurs quelque chose, j'ai 2 enfants, et en fait, pour moi, c'est quelque chose de très fondamental. C'est-à-dire, je pense que si je ne peux que favoriser ça, si c'est la seule chose que j'arrive à entretenir chez eux et à favoriser, c'est la curiosité, je pense vraiment qu'on ne peut pas être malheureux dans la vie si on est curieux. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que la réussite pour toi? Comment tu définirais la réussite? Ou quelle est ta réussite à toi? Alors, ma réussite à moi, je la vois vraiment comme une succession d'envies. En fait, pour moi, la réussite, ce qui est vraiment épanouissant dans la réussite et le succès, c'est d'avoir une succession de choses que j'imagine, donc qui sont des choses qui n'existent que dans ma tête, et me proposer de les rendre vraies, donc de les rendre tangibles et d'y arriver. Que ça représente exactement ce que j'avais imaginé ou pas, c'est vraiment pour moi, c'est ce qu'il y a de plus galvanisant dans la vie, c'est finalement de me proposer sans arrêt d'avoir de nouvelles idées et de rendre ces idées tangibles, de vouloir créer de nouvelles choses et de créer effectivement et d'avancer comme ça de création en création, de projet en projet, et de voir de quelle façon est-ce que je peux en réalité repousser les limites de ce que je pense qu'il est possible pour moi de créer ou d'inventer ou d'accomplir. Et pour moi, c'est une joie sans cesse renouvelée. Trop bien. Clotilde, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou quelque chose qui te tient à cœur que t'as pas pu dire, des conseils aux auditeurs? Oui, alors le message principal, c'est que tout part pour eux de leur connexion avec eux-mêmes. C'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent faire pour améliorer la qualité de leur relation avec eux-mêmes, la qualité de la connexion avec eux-mêmes. C'est vraiment pour moi la pierre angulaire de tout le reste, et c'est justement ce qui manque le plus à la plupart d'entre nous, c'est une relation avec soi-même qui ressemble à la relation qu'on a avec son meilleur ami, avec son meilleur allié, avec son associé, avec son partenaire. Et en fait, pour moi, toute l'énergie et tout le temps qu'ils peuvent passer à travailler là-dessus, sur la qualité de leur lien à eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose qui se déploiera ensuite sur tous les autres plans, y compris bien sûr le plan professionnel, si c'est le domaine de difficulté principal. Bien sûr, super conseil. Et si les auditeurs veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, ils peuvent s'abonner au podcast Change ma vie sur toutes les plateformes de podcast. Le site du podcast se trouve sur changemavie.com, et les personnes qui sont intéressées par un accompagnement peuvent avoir des informations sur changemavie.com/coaching. Super.
Et sur Instagram aussi, t'es présente. Et sur Instagram aussi. C'est @oui change ma vie. Le podcast s'appelle Change ma vie, mais l'identifiant sur Instagram, c'est @oui change ma vie. Ok, super. Je mettrai tout ça en fin d'épisode. Merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup, Anger, de m'avoir reçue. C'était vraiment chouette de t'avoir et vraiment, c'était un plaisir. Merci. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur les notes de l'épisode. Si vous voulez continuer à nourrir votre curiosité, en plus de ce rendez-vous hebdomadaire, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, sous le pseudo @gatemery, mais aussi à vous inscrire à la newsletter via le site www.gatemery.com pour recevoir du contenu divers toutes les semaines. Dernière chose, super importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous n'avez pas Apple, pas de souci, partagez le podcast à 2-3 amis. Peut-être que ça pourrait les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.